Bonjour mesdames, messieurs, merci de regarder votre émission Point de vue de ce dimanche 24 mai 2015. Sa Majesté le roi du Maroc poursuit sa visite d'amitié et de travail au Sénégal. Mohamed VI perpétue ainsi une longue tradition des relations historiques d'amitié entre les deux pays. Dans ce cadre, nous recevons le professeur Moustapha Kassé, éminent économiste, doyen honoraire de la Faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Notre invité est aussi membre de l'Académie Hassan II des sciences et techniques de Rabat et évidemment l'Académie des sciences et techniques du Sénégal. Bonjour professeur et merci. Bonjour Omar, merci beaucoup. Tu me permettras d'abord de te féliciter et te remercier pour le travail de qualité que tu as accompli, mais en même temps en profiter pour souhaiter la bienvenue à Sa Majesté qui nous a reçus dans le cadre de l'Académie lors de la première session. Nous lui disons aussi la bienvenue et félicitons le président Macky Sall pour effectivement l'avoir reçu de manière aussi grandiose que ça a été. Voilà, merci beaucoup. Alors pour des raisons historiques que je viens de rappeler tout à l'heure, le Maroc et le Sénégal ont une relation déjà dynamique. Tout à fait. Alors, mais qu'est-ce qui peut pousser aujourd'hui les deux pays à vouloir donner un nouvel élan à cette coopération? Merci, je crois que si on analyse les choses, il va y avoir plusieurs raisons. J'avais été invité à un colloque sur la coopération entre le Maroc et le reste de l'Afrique de manière générale par l'Institut des études africaines de Rabat. Et à l'époque, j'avais dit en fait qu'il y avait deux choses, voire même trois, qui étaient en train de modifier complètement le système des relations économiques et financières internationales. La première chose, c'était les mutations qui sont introduites dans l'économie mondiale. Le monde est passé d'un système unipolaire, commandé par deux ou trois grandes puissances qui voulaient en faire la gérance, à un système de plus en plus multipolaire, avec bien entendu l'émergence de nouveaux pays, de nouveaux pôles de puissance. Je pense que ceci est très important. Et deuxième élément important, c'est l'essoufflement de la coopération nord-sud. De quelque point de vue que nous l'analysons, cette coopération nord-sud traverse effectivement une crise extrêmement très profonde. Cela veut dire simplement que cela apparaît plutôt dans le fait que l'aide publique diminue, les relations d'inégalité aujourd'hui aussi diminuent parce qu'en fait d'autres sont prêts à faire ce que vous ne voulez pas faire. Et ensuite, et ça c'est peut-être l'élément focal le plus important, c'est précisément le développement de la coopération sud-sud. Et je disais, évidemment, dans ce contexte-là, le Maroc a un rôle extrêmement important à jouer, étant précisément à la frontière de plusieurs mondes. Donc, et je concluais mon introduction à l'époque en disant il faudrait que, de toute manière, le Maroc soit ou intègre le dispositif de la coopération sud-sud. Et que ça peut être une coopération mutuellement favorable. Probablement, depuis, les choses ont énormément évolué, il est évident. Si donc le roi a fait peut-être sa troisième visite, je crois. Deuxième visite au Sénégal en l'espace de 2 ans. En l'espace de 2 ans. Donc cela veut dire simplement que de toute manière, il tient à ce que les relations soient boostées et en tout cas portées à un niveau extrême, à un niveau satisfaisant pour les deux pays. Donc je me dis au fond, probablement il y a une volonté précisément de mieux insérer le Maroc dans le cadre des relations, si vous voulez, sud-sud. Et d'autant plus, n'a qu'à voir l'itinéraire qu'il se propose de faire. D'abord le Sénégal, ensuite la Côte d'Ivoire, enfin le Gabon. Mais la Guinée-Bissau. Bon, mais disons la Guinée-Bissau et le Gabon. Très bien. Alors, mais si nous prêtons bien attention,
évidemment, les 3 pôles cités sont des pôles extrêmement importants. Et chacun de ces pôles est doté d'un plan émergent. Le plan émergent de Côte d'Ivoire qui va jusqu'en 2020, le plan émergent du Gabon qui va aussi jusqu'en 2020 et celui du Sénégal jusqu'en 2035. Donc, probablement, il y a en prospective une volonté précisément de s'insérer dans les nouveaux programmes précisément de ces pays. D'accord. Donc, si on comprend bien, sur la base de ces éléments que vous venez de développer, que, en vérité, l'Afrique est un nouvel enjeu géostratégique peut-être pour le Maroc. Fondamentalement, pas pour le Maroc, mais pour le monde. Pour le monde. Pour le monde. La première chose, c'est parce que la croissance est revenue en Afrique. Peut-être on n'a pas les records mondiaux de croissance, mais l'Afrique fait partie précisément des continents qui sont aujourd'hui les plus dynamiques. Ça, c'est un premier problème. Un deuxième problème, l'Afrique est l'objet de sollicitations géopolitiques multiples, n'est-ce pas? Les nouvelles hégémonies tendent à vouloir s'installer en Afrique ou à y développer des partenariats. Et en même temps, il y a la problématique presque permanente des matières premières. Chaque grande nation pense que les matières premières en fait de l'Afrique sont importantes et qu'en conséquence, évidemment, ça doit faire le vivrier de certains systèmes industriels. Je crois que tout cela donne un enjeu nouveau. Et il y a maintenant en prospective le fait que la dynamique démographique de l'Afrique est très importante. On sera effectivement un continent non seulement démographiquement important, mais également un continent jeune. Donc, prêt à effectivement accepter ou recevoir toutes les mutations possibles. Parce que l'avenir est à la jeunesse. À partir de ce moment, quand les autres nations connaissent plus ou moins des vieillissements et que l'Afrique se présente comme un continent jeune, bien entendu, elle devient un élément de la géostratégie internationale. D'accord. Alors, double crise de la mondialisation et de la coopération internationale donc, et une coopération nord-sud en panne. Donc face à tous ces éléments-là, l'Afrique a un avenir certain, du moins l'avenir est dans la coopération sud-sud, et c'est ce que le Sénégal et le Maroc ont compris. Tout à fait, tout à fait. Je crois que c'est ce qui est en train de se développer. Si vous regardez aujourd'hui, les partenariats du Sénégal ont tendance à se diversifier. Je salue au passage le fait qu'on ait mis effectivement un ministère du partenariat qui se charge précisément du partenariat. Mais évidemment, il faut aller au-delà parce que les partenariats sont multiples. Vous avez effectivement aujourd'hui les APE qu'on veut réchauffer, n'est-ce pas, qui peut-être n'est pas un modèle de partenariat acceptable dans les formes actuelles. Vous avez le partenariat avec la Chine qui marche très bien, le programme de Begin, le plan d'action de Begin continue, vous avez la TICAD avec le Japon, vous avez effectivement l'Inde également, qui s'intéressent, et vous avez une pluralité de partenariats offerts par les États-Unis, depuis effectivement le MCA jusqu'à d'autres programmes qui sont mis en fonctionnement par l'USAID ou en tout cas par d'autres officines. Vous voyez un peu que l'Afrique est sollicitée par une multitude de partenariats. Et bien entendu, il faut que les pays, s'ils veulent avancer, puissent précisément profiter de cette ère nouvelle, n'est-ce pas, qui fait que nous n'avons plus aujourd'hui un huis clos avec les anciennes puissances coloniales. C'est terminé. Les contrats léonins, ou ce qu'on nous imposait, ou en tout cas les conditionnalités absolument insoluble ou en tout cas qu'on ne peut pas résoudre. Je dis tout ça est bien fini parce que ce qu'une fois encore devons comprendre le monde d'aujourd'hui, ce que nous prenions effectivement à l'Europe
d'autres nous les proposent avec les mêmes types de technologies et souvent moins chères. Absolument. Alors, à partir de ce moment, je dis, le jeu économique mondial est ouvert. Évidemment, il faut savoir en profiter. Très bien. Alors dans cette dynamique-là, évidemment, chaque partie présente des avantages pour développer encore plus cette coopération bilatérale entre le Maroc et le Sénégal. Alors, quels sont les atouts côté marocain et les facteurs positifs côté sénégalais? Bon, les atouts, je crois les domaines de coopération sont bien fixés. C'est-à-dire, les domaines où le Sénégal a besoin de coopération aujourd'hui, c'est bien connu. C'est peut-être les échanges commerciaux. J'insiste pas beaucoup parce que justement, le drame de notre pays, c'est qu'on achète, il ne faut pas qu'on achète ou cherche à acheter tout de partout. C'est-à-dire d'être des importateurs. Nous devons être aussi des producteurs. À telle enseigne que nous ne devons plus dire que pouvez-vous nous vendre, mais que pouvez-vous nous acheter. Mais que pouvez-vous nous acheter? Cela veut dire effectivement qu'il faut que nous développions l'offre de production. C'est pourquoi l'année dernière, j'avais publié un ouvrage qui a fait beaucoup, qui a fait beaucoup de polémiques et de débats sur l'industrialisation. Alors, je dis au fond, nous devons relancer le système industriel, notre système industriel. Donc, voilà un premier domaine, précisément, de coopération entre le Sénégal et le Maroc. L'administration marocaine est une administration de développement, pour ce que j'en sais. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous installer n'importe comment au Maroc. Il y a un ensemble de textes, n'est-ce pas, qui sont solidement surveillés et que celui qui s'installe doit respecter. Et les Marocains sont très soucieux sur le fait que le bénéfice mutuel doit être le principe moteur de toute coopération. Qu'est-ce que nous gagnons à être là et qu'est-ce que les autres peuvent gagner? Évidemment. On appelle un partenariat gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant. Mais dans le partenariat gagnant-gagnant, évidemment, on va reprocher aux Chinois, on va reprocher aux Marocains de vouloir nous vendre n'importe quoi. C'est pas de leur faute. C'est des négociateurs vigoureux et rigoureux. C'est-à-dire, c'est à vous de savoir qu'est-ce que vous attendez précisément de cette coopération. Voilà donc un premier domaine, c'est les échanges. Un deuxième domaine, c'est la formation. Nous avons effectivement beaucoup d'étudiants. Et le Maroc a un système de formation. Je ne dis pas la formation classique. Il faut qu'on ose renoncer à la formation classique. Envoyer des gens en France pour faire du droit ou de l'économie, nous pouvons le faire ici et mieux. Les domaines où nous avons besoin précisément de coopération, c'est les domaines de formation professionnelle. C'est-à-dire les systèmes universitaires qui permettent aux étudiants d'avoir les 25 000 choses dont ils ont besoin pour exercer un métier. Ça, c'est le plus important. Et je pense que dans ce domaine-là, évidemment, il y a une large coopération parce que le Maroc a développé effectivement, si vous voulez, un système universitaire très pertinent. Je te disais tout à l'heure, si je regarde l'Académie des sciences et techniques du Maroc, c'est d'une ingéniosité extraordinaire. Ils ont réussi à faire venir tous les savants marocains qui sont dans la diaspora. J'ai compris, j'ai appris d'ailleurs, en étant dans cette académie, que les nanotechniciens les plus futés en France aujourd'hui, les plus titrés, il y a deux au fond qui sont marocains. Et qu'on a fait revenir au pays. Oui, mais ils restent en France, dans leur laboratoire, mais ils viennent à l'académie apporter leur contribution. J'ai vu par exemple également des Marocains qui sont à la NASA, des Marocains qui sont au Canada, qui sont dans des universités de très haut niveau, etc. Si bien que le travail de qualité de l'académie est absolument insoupçonnable. Et en même temps, les moyens existent. J'ai visité beaucoup d'académies, mais je dis, les moyens qui sont mis dans l'académie du Maroc, c'est absolument rare de les voir. Chaque année, on a au moins 4 ou 5 publications de haut niveau entre des grands scientifiques. Et ensuite,
on y a ajouté, si vous voulez, des scientifiques français, américains et même chinois. Moi, dans la commission économique à laquelle j'appartiens, j'ai effectivement un professeur chinois qui parle anglais couramment, qui parle français également, etc., qui est très à l'aise et qui intervient. Donc de ce point de vue, on a à gagner. Le domaine de la communication, est fondamental. Les révolutions, aujourd'hui, la révolution technologique a entraîné les plus grandes mutations dans les systèmes productifs. Alors, à partir de ce moment, bon, écoutez, il faut toujours apprendre sur la meilleure ardoise du voisin. D'accord. Alors, tout à l'heure, vous parliez un peu de l'expertise marocaine dans ce domaine, de la science, par exemple, en faisant allusion à cette académie Hassan II. Tout à fait. Mais quand même, le Sénégal, à ce niveau aussi, a des choses à faire prévaloir. On a vu quand même que, vous le soulignez également tout à l'heure, qu'il y a beaucoup d'étudiants marocains qui viennent à l'université Cheikh Anta Diop, à la faculté de médecine, se former. Oui, tout à fait. Ça, c'est un atout aussi. Nous avons de ce point de vue, je l'ai dit ici quand tu m'as interviewé, je t'ai dit, nous avons une faculté de médecine, l'une des meilleures dans le système francophone. Si on leur avait donné les moyens nécessaires, les moyens techniques, les plateaux techniques nécessaires, ils auraient effectivement fait des merveilles. On n'aura plus besoin de faire effectivement tous ces transferts à l'extérieur, etc., etc. Alors si bien que la faculté de médecine a gagné dans le système francophone beaucoup de prix. Moi, je me rappelle effectivement, une fois j'étais au Maroc, on m'a dit, bon, on attribuait un prix du meilleur chercheur au professeur Pierre Ndiaye. Bon, et cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'effectivement, ils sont au top. À partir de ce moment, le fait qu'on reçoive des étudiants étrangers dans cette faculté, c'est un signe précisément que cela marche bien à ce niveau. Alors, ce qui manque, c'est l'accompagnement infrastructurel et matériel. Ça, c'est très important. Et tant qu'on n'aura pas cela, évidemment, ça va être difficile. Regardez le nombre de colloques que les médecins organisent. Chaque année, vous avez un colloque spécialisé dans les grandes branches de la médecine. Mais ça veut dire simplement que on peut effectivement avoir le niveau qu'il faut si effectivement nous savons mettre les moyens. Très bien. Alors, en tout cas, 13 accords ont été signés, dans des domaines aussi divers que les douanes, l'industrie, la santé animale, le tourisme, etc. En attendant d'autres. Hein, le bâtiment. Des accords orientés vers les populations. Et là, je reprends les propos du ministre des Affaires étrangères du Maroc. Alors, quel est l'intérêt aujourd'hui, justement, d'orienter cette coopération vers l'humain, le capital humain? L'humain, oui, mais c'est parce que, vous savez, en économie maintenant, il y a beaucoup de recherches sur ce qu'on appelle le capital social. L'homme est le capital le plus précieux. Si c'est le capital le plus précieux, il faut mettre l'homme dans les conditions pour qu'il soit le meilleur producteur possible, qu'il soit le meilleur connaisseur possible, qu'il puisse être le meilleur à pouvoir prendre des initiatives. C'est pourquoi investir dans l'homme, c'est effectivement investir, c'est comme investir dans les infrastructures. D'autant plus que maintenant, ça c'est une réflexion que j'ai faite depuis très longtemps. Si nous regardons les pays qui ont les taux de croissance les plus élevés, cela dépend effectivement des investissements dans le capital social. Capital humain, mais capital social de façon plus large. C'est ce qui explique le dernier article que j'ai fait sur l'incivisme, par exemple. Et il va sans dire que si les gens se comportent mal, si précisément nous ne savons pas respecter les règles, cela veut dire simplement que nous perdons des taux, des proportions de croissance. Donc, il est bon de mettre l'accent sur l'humain. Mais attention, on ne peut pas le faire au détriment du système productif lui-même. Il faut produire d'abord ce que nous faisons mal. Nous ne produisons pas bien, et ne produisons pas bien, évidemment, cela veut dire simplement que nous sommes balayés systématiquement à telle enseigne
que notre pays risque de devenir une sorte de grand bazar pour le système mondial. On y déverse tout. On y déverse tout. Alors ça, c'est une chose qu'il faut qu'on évite. Nous avons des atouts. Ce pays a des atouts extraordinaires. Dans tous les domaines, nous les avons mal exploités, c'est l'objet de mon ouvrage là. Il n'y a pas quelque chose que nous ne pouvons pas faire au Sénégal. Il n'y a pas quelque chose que nous ne pouvons pas produire. Nous avons passé 50 ans de tâtonnement. 50 ans effectivement où en réalité jusqu'à maintenant, on ne sait pas précisément quels sont nos atouts. Or, pour coopérer avec les autres, il faut d'abord que nous sachions qu'est-ce que nous voulons, quels sont nos objectifs. Ça, c'est le point le plus important. Ensuite, quelles sont les opportunités que nous avons et celles que nous pouvons tirer chez les autres. Et enfin, quels sont les acteurs qu'il faut mettre en mouvement pour pouvoir effectivement exploiter cette coopération. Ce sont ces trois choses-là qui en fait nous manquent. Je dis par exemple, la coopération dans le BTP, le bâtiment. Si nous regardons la croissance sur ces 40 années, le bâtiment a été d'une contribution fondamentale. D'ailleurs, les économistes disent, quand le bâtiment va, tout va. Alors, et nous avons le ciment, nous avons le sable, nous avons les maçons, nous avons les architectes les plus performants. Qu'est-ce qui nous manque? Dites-moi, qu'est-ce qui nous manque? Non, je vous repose la question. Mais non, il ne nous manque rien. Ouais. On a tout alors pour réussir. On a tout pour réussir. Si vous voulez l'industrie, c'est la même chose. L'agriculture, c'est la même chose. On veut faire du riz, mais on peut le faire. Il y a longtemps que moi je dis en fait, il y a longtemps que nous pouvons faire à notre agriculture, en tout cas, une autosuffisance effective. Le sol existe. D'accord? Nous ne sommes pas un pays peuplé. Il y a même des coins désertiques dans notre pays, vers le Sénégal oriental, etc. etc. Les densités sont extrêmement très faibles. Nous avons donc la terre. Nous avons l'eau. On a deux barrages qui fonctionnent très bien, bon an, mal an. Nous avons effectivement des retenues d'eau un peu partout. Alors, on a l'eau. On a les fertilisants. Nous avons les engrais chimiques, etc. Donc, toute l'industrie qui peut effectivement permettre précisément à l'agriculture d'utiliser les facteurs modernes de production agricole. Nous avons des hommes extrêmement futés. Pas peut-être trop travailleurs, mais enfin futés. Donc, qu'est-ce qui manque? Il y a quelque chose, quand on s'interroge comme ça, on se dit il y a quelque chose qui ne marche pas dans ce ciel du Sénégal. Dans ce ciel du Sénégal. Nous devions tout faire. Qu'on soit nourri depuis 40 ans par des importations de riz, c'est un scandale. C'est un scandale. Moi, je l'ai dénoncé dans tous mes ouvrages. Je disais toujours, nous pouvons effectivement atteindre l'autosuffisance. C'est possible. Mais regardez, depuis le barrage de Diama, nous avons 240 000 hectares exploitables. Si vous y ajoutez les 60 000 autres hectares, 40 000 autres hectares venant de tous les barrages que j'ai cités et des retenues d'eau et autres, nous avons à peu près 300 000 hectares. On exploite, on met en valeur moins de 60% de toutes ces surfaces. Le reste est perdu. Comment voulez-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Peut-être que c'était... Bon, enfin, alors, je dis donc, sur ce point-là, le Maroc qui a des problèmes de désertification a trouvé les plus artificiels. C'est réglé, non? Oui. C'est réglé. On a même essayé de les imiter. Le premier pays à l'avoir imité, ça a été le Burkina, le Burkina Faso. Et ensuite, le Sénégal l'a expérimenté un peu. La question de la sécheresse est peut-être vaincue, mais techniquement. Alors, donc, dans ce domaine-là, nous avons effectivement une gamme, si vous voulez, de coopération. N'est-ce pas? Mais une fois encore sur la base de nos atouts.
de nos atouts. Donc il faut capitaliser les atouts que nous avons. Mais tout à fait. Pour effectivement bénéficier de cette coopération. Mais tout à fait. Je dis encore plus techniquement, nous ne pouvons pas bénéficier d'une coopération internationale si nous n'avons pas, si nous ne mettons pas en avant notre secteur privé. Tout le monde dit le privé, le privé, le privé, etc. Tout le monde est d'accord là-dessus. Mais alors que fait-on pour faire bouger le privé? Mais justement ici, dans le cadre de cette visite du roi Mohamed VI, on a vu qu'il y a ce groupe d'impulsion économique qui va être lancé par les deux chefs d'État, et dans lequel groupe il y a effectivement les secteurs privés respectifs, plus évidemment les gouvernants. Alors, quelle est l'importance de cette structure dans le contexte actuel de coopération bilatérale? Tout à fait, tout à fait. Si vous voyez le texte que je vous ai envoyé qui date de 2008, je proposais déjà qu'il faut mettre une structure d'impulsion. Une structure d'impulsion. Oui. On a dit un groupe d'impulsion, mais c'est bien. C'est bien. Groupe dans lequel devra se discuter, évidemment, les lignes de force de la coopération. Mais ce groupe, évidemment, devra comprendre d'abord le privé, n'est-ce pas, le privé des deux pays, les administrations, et ensuite les universitaires et les chercheurs. Au Sénégal, le drame, c'est ça. Nous payons beaucoup d'argent pour des universitaires qui sont très pointus. On ne les utilise jamais. C'est ça. Or, aujourd'hui, nous vivons dans des sociétés du savoir, où effectivement, l'université est au centre, le savoir est au centre de tout. Si vous ne mettez pas effectivement vos universitaires et vos chercheurs dans des structures de cette nature, mais ça va capoter, ça deviendra par être des structures de politiciens. Parce que, je dis toujours et je le répète, 1000 fois peut-être, mais le politique n'a pas le temps de la recherche et de la réflexion. S'il réfléchit à long terme, il est mort à court terme. Ça, c'est évident. Donc, mais il y a quelqu'un dans la société dont la mission et la fonction est de rechercher et d'innover. C'est l'universitaire. C'est l'universitaire. Ouais. Mais alors, on en fait la énième roue de la charrette. Et ce n'est pas le cas au Maroc. Ce n'est pas du tout le cas, ni au Maroc, ni dans tous les pays émergents. Moi que j'ai visité, Dieu sait, j'en ai visité. Vous voyez, déjà, quand vous publiez un ouvrage, j'observe toujours que les premières réactions proviennent effectivement d'amis qui sont dans les pays émergents. Ils vont me dire, mais oui, tel point, tel autre point. Rare, effectivement, ça va être le cas au Sénégal. La preuve, le colloque dont je vous ai parlé sur la coopération, a été, la séance que j'ai animée a été présidée par le patron de la RAM, de la Royal Air Maroc. Alors, donc, ils comprennent les enjeux, effectivement. Et quand vous avez fini, ils disent, ah, M. Kassé, s'il vous plaît, faites-nous un résumé très pragmatique de ce que vous avez dit, mais des choses que nous pouvons comprendre. Parce que c'est bon, c'est vrai, vous êtes... Et le deuxième panel le deuxième panel a été présidé par, effectivement, je crois, le secteur financier. Donc, vous avez une osmose entre, effectivement, le monde de la recherche et le monde de l'université et le monde du privé. Okay. Ici, nous avons, effectivement, deux mondes complètement étanches qui ne s'interpénètrent pas. Alors, l'université est là-bas. La plupart c'est les grévistes, c'est les machins, etc. C'est terminé, nous sommes associés à rien, mais le pays perd. Il faut mettre les gens dans leur fonction. D'accord. Alors, pour revenir dans ce groupe, à ce groupe d'impulsion,
je demandais un peu son importance dans le contexte de coopération actuel. Qu'est-ce qu'il peut faire ce groupe pour encore amener cette coopération plus loin? Impulser, ouais, comme son nom l'indique. Évaluer d'abord ce qui a été fait, quels sont les bénéfices pour les uns et les inconvénients pour les autres, qu'est-ce qu'il faut corriger, quelles sont justement les directions, les directions dans lesquelles il faudra effectivement s'orienter. Je pense que on peut pas faire une feuille de route, mais probablement ça ne peut être que comme ça. Moi, je l'avais compris un peu comme ça. Oui. Je dis en fait, c'est un groupe qui en réalité évalue. Il est vrai, au Sénégal, on n'aime ni l'évaluation ni l'autocritique. Ça c'est pas du tout sénégalais. L'évaluation, on n'aime pas. L'autocritique, encore moins. Or, il faut évaluer. De façon périodique. De façon périodique. De façon, on parle de coopération avec le Maroc. Il y a eu Air Sénégal International. Pourquoi ça a capoté? Évaluer et... Il faut évaluer pourquoi ça a capoté. Si nous ne savons pas pourquoi ça a capoté, d'autres expériences que nous allons tenter en commun capoteront. On va s'en vouloir les uns et les autres jusqu'à ce qu'un jour on ferme les coopérations. Bon, il y a un domaine sur lequel évidemment le Maroc a une implantation importante. C'est le domaine financier. Attijari a effectivement fait aujourd'hui presque 700 milliards de chiffre d'affaires avec des bénéfices peut-être évalués à 11 milliards. Bon, l'entreprise veut aujourd'hui faire de l'assurance. Vous avez vu la réaction de, comment il s'appelle encore, c'est Bakili. Bakili a été pendant au moins une décennie le directeur de l'Institut de formation en assurance. Donc c'est quelqu'un qui connaît très bien le domaine. Il y a, je sais qu'il y a travaillé. La preuve, quand nous faisions le NEPAD, le président Ouad nous avait dit essayez de voir ce que nous pouvons faire en matière d'assurance. Est-ce qu'on ne peut pas faire un ticket d'assurance? Ne dites pas taxe parce que ça va bloquer, ou en tout cas les uns et les autres. Mais alors, mettez un ticket. C'est à l'époque, nous avions fait appel à Bakili qui nous a fait une note technique extrêmement remarquable que nous avons intégrée dans le NEPAD, comme dans le financement de l'Union africaine comme tel. Évidemment, quand nous avons présenté ce texte-là au niveau de l'Union africaine, l'Afrique du Sud a été la première à dire, mais écoutez monsieur, vous êtes bien gentil, mais vous ne pouvez pas disposer de nos ressources sans nous. Pourquoi? Parce que, en fait, l'Afrique du Sud est aujourd'hui, avec le Kenya, l'Algérie, le Maroc, les pays qui ont des compagnies d'assurance les plus fortes. Et l'assurance joue un rôle extrêmement important. Vouloir étendre la banque à ce niveau-là, sans que l'on discute fondamentalement sur les inconvénients que ça peut avoir pour l'économie sénégalaise, c'est grave. Parce que les gens ne sont pas pour. Et s'ils ne sont pas pour, ils ne le feront pas, ils le dénonceront. D'autant plus qu'on connaît précisément dans l'histoire ce que l'assurance, comment les monopoles qui étaient installés ici ont écarté les Sénégalais dans le secteur. Je citerai personne, mais je peux vous citer 3 ou 4 compagnies d'assurance qui ont été croulées simplement parce que justement on ne voulait pas faire la concurrence. D'accord. Il ne faudrait pas qu'une chose comme ça se reproduise. Il ne faut pas également qu'on arrive à une confusion des métiers. Les banquiers n'ont qu'à rester dans leur métier, les assurances restent dans le leur. Très bien. Alors, ça, c'est aussi une preuve d'efficacité. D'accord. Donc, des enseignements à tirer, des enseignements à tirer pour rendre cette coopération plus dynamique. Pour l'avenir. C'est-à-dire qu'il faut, chaque fois que nous sommes dans une coopération, qu'on tire les leçons de cette coopération. Qu'avons-nous gagné? Qu'avons-nous effectivement perdu? Et ensuite, mais c'est ça l'état stratégique. Ce que le roi du Maroc est en train de faire,
C'est ce que nous devions faire. C'est ce que le président Macky Sall devait faire. Aller avec ses entrepreneurs en Côte d'Ivoire, et particulièrement dans un marché qui est un marché extrêmement important comme le Nigeria. Nous appartenons quand même à la CEDEAO. Alors, vous faites en sorte que, précisément, vos entreprises puissent avoir effectivement des opportunités de marché, des opportunités de travailler avec d'autres, et ensuite, sous l'impulsion et la direction d'un État stratège. Mais tant qu'on ne fera pas ça, on va rester dans le schéma du néolibéralisme là, oui, exporter. On exporte quoi? On exporte quoi? Hein? Et on exporte où? Et si tout le monde exporte, qu'est-ce que ça va devenir effectivement l'équilibre dans la sous-région? Alors, je pense que de ce point de vue-là, le Maroc, le roi nous donne une très 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 bonne leçon de ce qu'il faut faire. Un État qui conduit ses acteurs vers effectivement, si vous voulez, l'implantation. Évidemment, en se fondant sur un patriotisme économique. Depuis 10 ans, même un peu plus, depuis 10 ans, 15 ans, je dis au fond, le patriotisme économique est un élément clé dans nos stratégies de développement économique. Il faut que nous sachions protéger notre marché. C'est que nous fassions en sorte que nous contrôlions notre marché. D'accord. Évidemment, si vous ne contrôlez pas votre propre marché, comment voulez-vous vous insérer dans le marché des autres? Mais au vu de ce qui se passe, est-ce qu'on peut dire que le gouvernement du Sénégal quand même laisse de côté son secteur privé? Parce qu'on a vu que effectivement ce secteur est dans le groupe d'impulsion, et puis qu'il y a toute une disposition ou des dispositions qui ont été prises pour que ce secteur privé soit compétitif. Au Sénégal, on prévoit tout, mais on fait peu. Au Sénégal, on a tout prévu, on a tout écrit, on a tout pensé, mais on n'a rien réalisé. On réalise très peu. Je dis parce que nous ne sommes pas un pays qui peut se regarder précisément en prenant la tête entre ses deux mains et qui regarde la réalité avec objectivité pour dire qu'avons-nous fait, qu'est-ce que nous avons fait, quelles sont nos erreurs et qu'est-ce qu'il nous reste à faire. Tant qu'on ne saura pas faire cela dans ce pays-là, on va penser que nous avons tout trouvé et ensuite on va se retrouver toujours avec quelques difficultés au passage. C'est-à-dire, il faut qu'on ait comment on appelle, des moments d'autocritique. Si bien que un vient, passe, un autre vient, passe également, les choses se juxtaposent et on a l'impression d'une répétition générale, mais la plupart du temps, une répétition effectivement qui ne fait pas avancer. Donc ce groupe d'impulsion ne doit pas être, il faut qu'on mette la politique à côté de tout cela, qu'on laisse le secteur privé, les secteurs privés discuter, parfois s'unir, parfois effectivement être ensemble si c'est nécessaire, et parfois peut-être se disputer, c'est-à-dire compétir, n'est-ce pas, et ensuite aider maintenant par précisément ce que j'appelle les acteurs universitaires et d'autres, n'est-ce pas? Pourquoi les universitaires? Ce n'est pas parce que moi je suis un universitaire, mais c'est notre indépendance d'esprit. La capacité de dire ce que nous pensons exactement de la même manière. Moi j'ai été un homme malheureux pendant au moins un demi-siècle pour avoir lutté contre précisément les programmes d'ajustement structurel. Ça a été un combat de toute ma vie. Mais bon, maintenant je me dis, quand je regarde les positions de la Banque mondiale, du Fonds monétaire, je dis au fond, le néolibéralisme a quelque peu reculé. Mais à l'époque, nous étions pestiférés. Alors ça, il faut y mettre les universitaires à cause de leur indépendance d'esprit. C'est bénéfique. Voilà. Ouais. D'accord. Et au passage, je voudrais rendre hommage à quelqu'un qui vient de nous quitter, le professeur Amadi Dieng. J'aimais bien Amadi parce que moi, quand je faisais un livre, avant que je publie, je dis Amadi,
qu'est-ce que tu penses du livre? Je dis, mais sans démagogie, vraiment. Et il me faisait des remarques, mais alors, une foule de remarques. Il va me dire, mais je ne peux pas t'écrire tout ça, mais je peux te le dire. Et c'était un homme critique. Et un intellectuel doit être quelqu'un qui a un regard critique vis-à-vis de sa société, qui doit avoir assez d'indépendance pour regarder les choses. Le regard critique, l'indépendance d'esprit, c'est toujours important, très important, notamment pour les gouvernants. C'est ce que vous voulez dire. Exactement, oui. Exactement. Très bien. Alors, tout cela entre en droite ligne, professeur, de l'objectif peut-être de croissance, l'objectif d'émergence que s'est fixé actuellement le président Macky Sall. Actuellement, c'est le programme Sénégal émergent qui est dans sa phase active. Et dans ce cadre-là, il y a ce débat sur la croissance. Alors, on attend une projection de 5,4%. Alors, justement, vous réfléchissez sur la question avec ce livre-là, L'économie du Sénégal, les défis d'un demi-siècle de croissance atone. Qu'est-ce que vous voulez expliquer ici? Je vais expliquer que si nous prenons de 1960 à 2012, la croissance a été de 2,3%. Il y a eu des pics. À des moments donnés, il y a eu des années où on a atteint 6%. Mais donc, en fait, la croissance en moyenne a été inférieure aux croix démographiques. Donc, bon, il y a eu 4% des fois, on retombe à 1%, d'autres fois, etc. Et deuxièmement, donc, c'est pourquoi je dis que c'est une croissance molle. C'est une croissance molle. Deuxièmement, tous les plans et programmes que nous avons eus se fixent toujours le même objectif, 7% de croissance. 7%. Si vous prenez les OMD, on avait dit qu'il faudrait 7% pour réduire en 2015 la pauvreté de moitié. On avait dit, bon, si vous prenez les documents stratégiques de réduction de la pauvreté, on avait dit qu'il faut au moins 7% de croissance pour réduire effectivement la pauvreté, et ainsi de suite. Et la stratégie nationale de développement économique et social fixe les mêmes 7%, le plan émergent fixe à peu près le même taux. Oui. Je dis au fond, bon, c'est bien d'avoir de l'ambition. C'est très bien d'avoir de l'ambition. Et moi, je pense même que c'est possible qu'on dépasse ces ambitions-là. Mais pourquoi on ne l'a jamais atteint? La réflexion commence là. Pourquoi nous n'avons jamais atteint les 7%? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on ait une croissance robuste? C'est possible. Si vous prenez le domaine agricole, si vous prenez le domaine industriel, si vous prenez le domaine des services ou dans d'autres domaines encore, vous pouvez voir effectivement que le Sénégal a des opportunités extraordinaires. Si vous prenez le domaine géopolitique ou géographique, le Sénégal a des atouts absolument innombrables. Mais pourquoi nous ne progressons pas, nous n'atteignons pas cet objectif que nous nous sommes fixés depuis un demi-siècle? Alors, je dis une fois, je ne suis pas souvent d'accord avec la Banque mondiale, mais cette fois-ci au moins on dit la même chose. La Banque mondiale a sorti un rapport intitulé Évaluons le passé pour un avenir meilleur. Évaluons le passé pour un avenir meilleur. Alors, bon, allons-y. Si nous évaluons le passé, nous allons voir les défis. Pourquoi on n'a pas atteint ça? On va voir. Sectoriellement. Pourquoi dans l'agriculture on n'a pas atteint tel et tel objectif? Pourquoi on ne l'a pas atteint dans le secteur industriel? Pourquoi dans le secteur tertiaire? Pourquoi la productivité globale du Sénégal, la productivité des facteurs est extrêmement faible? Pourquoi le système financier reste encore un système financier qui ne finance pas le développement économique et social? Oui. Pourquoi les entreprises n'arrivent pas à avoir l'envol nécessaire? Alors, tout ça constitue des questions, n'est-ce pas, qu'il faut étudier dans comment ces questions ont été gérées pour voir maintenant, dans l'avenir, où est-ce que nous devons introduire les ruptures,
Où est-ce que nous devons maintenir la continuité, n'est-ce pas? Alors, quel est l'équilibre entre continuité et rupture? Je crois que ça, ce sont les problèmes fondamentaux. Mais pour revenir au contexte actuel, parce qu'on le sait, et vous le disiez tout à l'heure, peut-être les stratégies qu'on a connues dans le passé se limitaient à la réduction de la pauvreté. Est-ce que là n'est pas le problème? Aujourd'hui, on a quand même senti une rupture dans ce sens. On veut aller au-delà de la lutte contre la pauvreté pour créer les conditions d'une émergence, par exemple. Mais tout le monde dit la même chose. Wade disait la même chose. Wade disait nous ne devons pas éradiquer la pauvreté, nous devons plus réduire la pauvreté, nous devons l'éradiquer. Il disait la même chose. Dans les programmes antérieurs, on disait la même chose, mais pourquoi on ne l'a pas atteint? Pourquoi on n'a pas atteint? Pourquoi on continue toujours à avoir à peu près les mêmes problèmes? Ça doit être le souci du gouvernement actuel ou des gouvernements à venir. C'est-à-dire, pourquoi les objectifs que nous posons, que nous nous proposons, nous ne les réussissons pas. Vous dites éliminer la pauvreté. Mais ça ne s'élimine pas. La pauvreté progresse. La pauvreté rurale à 54%. La pauvreté rurale, elle est féminine à peut-être 40 à 50%, etc. Donc, bon, quels sont justement les pourcentages de réduction? C'est encore très faible. Maintenant, tout gouvernement voudra éliminer la pauvreté. Mais éliminer la pauvreté passe par précisément ce que je dis là. Remuscler les politiques sectorielles, qu'elles soient pertinentes. On connaît de bonnes politiques agricoles, connaît de bonnes politiques industrielles, connaît de bonnes politiques de services, qu'on améliore effectivement l'environnement des affaires, etc., etc. Et ensuite, plus important, que l'on apprécie bien ce que nous avons fait. Qu'on ait une culture d'évaluation. Malheureusement, c'est peut-être notre culture francophone qui nous interdit ça. La culture francophone n'est pas prompte à l'évaluation. Mais chez les anglophones, c'est courant. C'est absolument courant. J'ai lu un texte que l'ancien représentant résident de la Banque mondiale a fait sur l'aide extérieure. Il s'appelle Morisset. Il a dit, mais au fond, est-ce que nous n'avons pas fait fausse route en donnant ou bien en continuant de faire l'aide de la même manière que ça a été fait depuis toutes les années? Est-ce que cela n'aurait pas été plus judicieux de dire, bon, chaque Sénégalais a droit à $100 d'aide. Alors, on va voir comment précisément mettre les $100 dans les mains de chacun des Sénégalais, particulièrement des pauvres. Dit en fait, non seulement l'aide arriverait à destination, mais peut-être serait plus judicieusement utilisée. Et je dis, bon, les bourses de sécurité familiale peuvent en fait répondre partiellement à cette question. C'est-à-dire, mais il faudrait précisément qu'on donne des conditions d'octroi de ces bourses-là. Que ce soit des conditions extrêmement rigoureuses, premièrement. Deuxièmement, qu'on les lie avec le système productif. Vous ne pouvez pas nourrir quelqu'un qui, effectivement, n'est dans aucune activité productive. Qui n'est pas productif. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, il faut lier. Il y a donc des choses comme ça, peut-être sur lesquelles, une fois encore, ça c'est un travail d'universitaire et de chercheur. Ce n'est pas un travail de politique. Je dis toujours, le politique
a le temps médiatique et le temps électoral. D'accord. Alors que le travail universitaire est toujours objectif et très bénéfique, voilà, peut profiter encore aux gouvernants. C'est l'objectif visé. En tout cas, merci. Merci. L'économie sénégalaise, les 5 défis d'un demi-siècle de croissance atone. C'est un nouveau livre du professeur Moustapha Kassé qui nous a donc dans un premier temps parlé de la coopération bilatérale, la coopération Sénégal-Maroc, alors que le roi Mohamed VI poursuit sa visite au Sénégal. Merci beaucoup, professeur. Merci, Omar. Professeur Moustapha Kassé. Je rappelle qu'il est membre de l'Académie Hassan II des sciences et techniques de Rabat et évidemment membre de l'Académie des sciences et techniques de la République du Sénégal. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, merci à vous. On se retrouve dimanche prochain. Merci.